Bonjour et bienvenue dans cette émission Questions aux experts que nous consacrons aujourd'hui à la médecine esthétique du visage. Pour répondre à toutes vos questions, aujourd'hui nous recevons sur le plateau de Pourquoi Docteur le docteur Armand Parang, chirurgien qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique à Paris. Docteur Parang, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre aujourd'hui aux questions de nos internautes. Merci de me recevoir. Alors avant de commencer par les questions, je vais vous poser une question un petit peu basique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la médecine esthétique du visage ? Alors la médecine esthétique du visage regroupe un ensemble de moyens très divers, dont le but est bien évidemment d'embellir un visage. Alors soit pour des raisons de disgrâce, une petite bosse sur un nez, un menton fuyant ou autre, soit tout simplement pour traiter des signes du vieillissement qui ne sont pas toujours bien vécus, ou encore, et là c'est vraiment totalement universel en termes de motivation, pour entretenir tout simplement un visage sans aucune modification esthétique et prévenir ou ralentir le vieillissement. Et quelle est la différence avec la chirurgie esthétique du visage ? Alors, ce sont des moyens légers, sans usage du bistouri, et donc, en principe, sans cicatrice et sans suite, sans besoin de récupération. Et typiquement, ce sont la plupart du temps des méthodes qu'on peut utiliser, ce qu'appellent les anglo-saxons le lunchtime treatment, c'est-à-dire qu'on peut faire ça au milieu de sa journée de travail, retourner au travail sur son lieu de travail ni vu ni connu. Et à qui est-ce que ça s'adresse ? Ça s'adresse à une population plus jeune ou c'est varié ? C'est très très varié. En fait, ça s'adresse à tous ceux, toutes celles qui ont envie d'embellir leur visage et de ralentir les signes du vieillissement. Pour les plus jeunes, la plupart du temps, ce ne sont pas des préoccupations qui les concernent. En revanche, on a très souvent, 18, 19, 20, 25 ans, des envies de modifier, d'améliorer quelques petites disgrâces, entre guillemets, parce que la notion de complexe est extrêmement personnelle et c'est surtout pas notre but de les créer. Mais en tout cas, par exemple, une bosse sur le nez, par exemple, une ligne de mâchoire, ce qu'on appelle la jawline, pas assez marquée, pas assez développée. Et à ce moment-là, on peut créer des petites modifications qui seront impérativement naturelles. Et dans ces indications-là, en plus, ces modifications sont réversibles. C'est-à-dire qu'on utilise des traitements résorbables qui vont durer 6 mois, 10 mois, 12 mois. Et c'est une sécurité supplémentaire. En parlant de naturel, je vous entends dire naturel, j'ai eu beaucoup de questions qui sont arrivées. On me dit, est-ce que c'est naturel ? Comment on fait ? Comment on est sûr pour que ce soit naturel et qu'on n'ait pas le visage figé ou des choses comme ça ? Oui. Alors c'est effectivement, quand mes patientes viennent pour la première fois dans mon cabinet, c'est la question qu'on me pose en premier, et tant mieux. Tant mieux parce que c'est le signe d'une demande raisonnable. Et aujourd'hui, effectivement, et en particulier en France en 2022, aucun patient ne doit sortir de nos cabinets avec un résultat artificiel. Et un résultat artificiel, c'est tout simplement un résultat qui signe un geste d'esthétique. On doit être embelli, plus fraîche, mais qu'on ne puisse pas garantir, affirmer qu'il y a eu un geste d'esthétique. Alors, question que j'ai reçue sur Instagram avec le hashtag QAE. J'ai 63 ans et j'ai eu un lifting du visage. Est-ce que je peux envisager des injections d'acide hyaluronique pour combler des imperfections restantes ? Ah oui, absolument, c'est une très bonne question. Les injections d'acide hyaluronique et d'autres techniques de médecine esthétique, en général, permettent de compléter les résultats d'une chirurgie. Alors en particulier pour un lifting, le lifting ne traitera jamais, par exemple, ce qu'on appelle le code barre, le plissé solaire, des petites rides verticales autour des lèvres. Et là, c'est le travail de la médecine esthétique. Ce travail peut être réalisé pendant l'intervention de chirurgie esthétique, mais il peut être réalisé à distance, avant ou après. Donc ça permet de compléter les résultats de la chirurgie, mais ça permet également, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, ça permet également de faire perdurer les résultats d'une chirurgie, d'entretenir les résultats d'un lifting, ce qu'on ne faisait pas il y a 15 ans. Et aujourd'hui, un lifting qui représente un investissement sur de multiples plans va pouvoir vivre plus longtemps grâce à la médecine esthétique qui va hydrater, lisser, compléter les résultats. C'est vraiment deux choses très complémentaires. Extrêmement complémentaires, tout à fait. Alors, ensuite, je commence à avoir des rides qui me gênent sur le front. Est-ce qu'il y a un âge ou un niveau de profondeur de la ride avant de pouvoir envisager une intervention ? Alors, le front, c'est la seule zone du visage dans laquelle, ce qu'on peut lire dans certains magazines, fini la chirurgie, vive les injections, c'est la seule zone du visage dans laquelle cette affirmation n'est pas fausse. C'est-à-dire que le Botox, l'usage du Botox, qui est un terme pharmaceutique et une appellation réservée, la toxine botulique, a remplacé 95% des indications de lifting de la région du front.
En revanche, donc du coup, globalement, on va traiter les rides du front la plupart du temps avec de la toxine botulique et des traitements de médecine esthétique. En revanche, à partir du moment où la position du sourcil va devenir trop basse, ce qui est le cas du vieillissement de 35-40% des visages, à ce moment-là, il vaudra mieux utiliser une chirurgie de lifting du sourcil, de lifting temporal, voire de lifting frontal, et ensuite entretenir avec la toxine botulique, parce que la toxine botulique ne permettra jamais de relever la position du sourcil de manière notable. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de questions de gens qui me disent « j'ai une ride ici, j'ai une ride là, comment faire, quoi choisir, botox, filler, etc. » et tout. Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Alors, des règles rigides, non. On reste en médecine, mais globalement, si on veut schématiser, le botox sera essentiellement réservé à la zone du tiers supérieur du visage et du regard, donc les rides de la patte toa, excellent traitement pour éviter qu'elles ne s'aggravent ou pour les lisser. La ride, évidemment, les rides du lion, qui donnent l'air sévère, et puis les rides horizontales du front. Et en même temps, effectivement, on peut jouer sur la position du sourcil et ouvrir très légèrement le regard, mais avec des limites parce qu'il faut que ça reste hyper naturel. Et deuxièmement, effectivement, le botox ne pourra jamais remplacer la chirurgie si la position du sourcil est vraiment trop basse et qu'elle alourdit la paupière. Très bien. J'ai une internaute qui nous dit « J'ai entendu parler d'une nouvelle technique non invasive de lifting médical qui utilise des ultrasons. » Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est une technique qui a sa place, réellement qui a sa place. Ça s'appelle l'IFU. Donc en fait, ce sont des ultrasons très focalisés, très concentrés, qui vont délivrer de l'énergie au tissu. Le vécu, en fait, c'est un peu comme une espèce d'échographie. On utilise un gel d'échographie et on va passer des sondes qui vont toucher différentes couches des tissus du visage ou du corps d'ailleurs. Et le rôle de cette énergie va être de créer une densification des tissus et voire même une remise en tension des tissus. Et on dit effectivement que c'est un lifting médical, un lifting du visage sans chirurgie. Aucune technique non chirurgicale ne donnera les résultats de la chirurgie, bien entendu. Mais c'est intéressant. On a dans certains cas, puisque comme toujours c'est patient dépendant, on a dans certains cas des résultats vraiment intéressants avec un vrai effet lifting. Et avec une séance qui ne nécessite aucune précaution avant, aucune suite après. Là aussi, typiquement du lunchtime treatment. Est-ce qu'il faut plusieurs séances pour voir un résultat ou dès la première séance, il y a un résultat ? En principe, une séance suffit et l'effet va durer 1 an. Ça induit une néocollagénèse, c'est-à-dire qu'en fait, le patient va travailler lui-même dans les suites de la séance et fabriquer des fibres élastiques et collagènes. Donc c'est très, très développement durable comme technique. Et les effets, normalement, se font sentir pendant 1 an. Après, les effets de chaque séance s'additionnent. Donc on a des patients qui demandent plusieurs séances. Parlant de fréquence, j'ai aussi évidemment eu des questions sur la fréquence des injections, que ce soit côté Botox ou que ce soit côté acide hyaluronique. Est-ce que c'est patient dépendant aussi ou... Alors c'est légèrement patient dépendant, comme tout en médecine. Globalement, là aussi pour schématiser, pour ne pas rentrer dans chaque cas particulier, ce qui est impossible, globalement le Botox c'est à peu près 2 fois par an. Parfois 3, mais en moyenne 2 fois par an déjà, c'est très bien, y compris en termes de prévention du vieillissement, c'est très bien. Les acides hyaluroniques, tout dépend des acides hyaluroniques qu'on va utiliser. On a les plus fluides, qu'on appelle des skin boosters, qui ne font que hydrater la peau et qui créent une couche, une nappe hydratante en permanence pendant quelques mois. Ça, ce sont des séances qu'on peut faire 2, 3, 4 fois par an sans aucun problème, car il n'y a aucune modification esthétique du visage, juste un effet hydratant et préventif. Et des acides hyaluroniques standards qu'on utilise par exemple pour les sillons nasogéniens ou autres, durée de vie à peu près, ou pour les lèvres, durée de vie à peu près 10-12 mois. Et à l'autre bout de la chaîne, on a des acides hyaluroniques très volumateurs qui, eux, vont durer à peu près 18 mois. Qu'est-ce qu'il en est de la sécurité des produits ? Comment est-ce qu'on peut être sûr de l'origine et qu'on nous injecte un produit, on va dire, de bonne qualité ? Alors effectivement, ce sont des produits qu'on injecte, qu'on utilise, qu'on introduit dans le corps humain, et donc il faut vraiment être très très rigoureux sur ce point. D'une part, ce sont des produits qui sont contrôlés, qui répondent à des normes. Pour ma part, j'utilise des produits qui sont sur le marché depuis des années. Je suis très très conservateur sur les produits que j'utilise, avec lesquels j'ai une grande expérience. Je suis presque allergique au changement. J'espère pas au progrès, mais en tout cas au changement. Je pense qu'en termes de médecine, il faut toujours être d'une grande prudence, et je pense vraiment que c'est l'esprit français.
ce qui est une sécurité. La deuxième chose, donc vous pouvez d'ailleurs, chaque patient peut demander à son chirurgien une étiquette de traçabilité du produit injecté. Et si effectivement le patient le demande, le chirurgien lui remet et de toute façon on garde dans le dossier ces éléments. Le deuxième élément, et c'est un sujet qui est pas mal à la mode en ce moment parce que les réseaux sociaux ont explosé évidemment, on a une espèce de marché clandestin avec un énorme marketing sur les réseaux sociaux d'injections, d'injecteurs, d'injectrices qui n'ont absolument pas de diplôme médicaux ni même de diplôme d'infirmière. Et le visage et le corps humain est quand même une machine extrêmement complexe. Même nous, chirurgiens, ne maîtrisons pas tous les facteurs. Donc ces gens-là encore moins. Il y a des vaisseaux, il y a des risques, ce sont des techniques qui ne sont pas si simples que ça. Et là aussi, il faut vraiment se méfier et il faut se renseigner sur les diplômes, sur les qualifications. Et là, la dernière nouvelle du jour, c'est que l'Agence nationale de sécurité du médicament vient de confirmer qu'effectivement, il s'agissait d'une pratique réservée au corps médical. Bon, ça, c'est la nouveauté du jour, c'est en primeur, je vous la livre aujourd'hui. C'est bien, ouais. Voilà, donc c'est déjà un grand progrès, mais attention, effectivement, l'origine du produit et les qualités des praticiens. Je pense que c'est hyper important de le rappeler, parce que comme vous le disiez, les réseaux sociaux, pour le coup, ne sont pas tout le temps des très bons vecteurs. Oui, avec des marketing, parfois, des gens qui sont parfois très doués en marketing, avec injection, Russian Lips, Paris, Londres, Monaco, enfin, ça peut être très attirant. Effectivement. Qu'est-ce qu'il en est des effets secondaires? Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires à ces produits? Oui, comme toujours en médecine. Ceci étant, ce sont des techniques qui sont réellement extrêmement fiables lorsqu'elles sont parfaitement maîtrisées et avec des produits sélectionnés et des produits de référence. Globalement, finalement, après une injection de Botox, de manière rare, mais ça peut arriver, on peut avoir besoin, une quinzaine de jours après, de petits réglages, en particulier pour la position du sourcil. Et à ce moment-là, ça n'est absolument pas un problème. Il faut simplement que nos patients, c'est ce que je leur dis, même si on essaye toujours de tomber juste, mais il y a une sensibilité individuelle. Et donc, il vaut mieux à la limite en faire trop peu que trop. Et à ce moment-là, 15 jours après, on fait une toute petite retouche et tout est parfait. Voilà. Concernant les acides hyaluroniques, on peut peut-être avoir un petit peu plus facilement des petites échymoses, des petits bleus, mais finalement, ça se maquille extrêmement bien. C'est rare, ça reste rare. Et globalement, quand les techniques sont bien maîtrisées, il n'y a aucun problème. C'est vraiment du lunchtime treatment et on rentre chez soi, on ne voit rien et petit à petit, dans les jours qui suivent, le résultat se met en place progressivement et naturellement. D'ailleurs, en parlant d'échymoses ou de bleus, j'ai eu des questions aussi sur les traces. Est-ce qu'il reste des traces? Est-ce que ça fait des cicatrices? Est-ce qu'on voit des choses à la suite d'un traitement avec... Aucune. Ce sont des toutes petites aiguilles. Donc vraiment, et un praticien d'ailleurs très soigneux, très méticuleux, pourra même, parce que parfois il faut faire plusieurs points de ponction, on peut même repasser par le trou d'aiguille de début de séance. Enfin, vraiment, ce sont des toutes petites aiguilles, donc des toutes petites piqûres. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Alors là, une question qui va intéresser, à mon avis, plus d'une personne. Est-ce qu'il y a moyen de traiter les cernes avec la médecine esthétique du visage? Oui, alors il y a deux types de cernes. Il y a le cerne brun avec une pigmentation cutanée. C'est finalement le plus difficile à traiter. On peut essayer des peelings, on peut essayer différentes techniques de blanchiment cutané, mais la réglementation en France est très stricte et on ne peut pas utiliser des produits très, très efficaces, très agressifs. Donc le cerne pigmenté est difficile à traiter. Je conseillerais plutôt des peelings. Concernant le cerne creux, qui lui va accentuer ou créer un cerne sombre du fait du creux qui va accrocher la lumière, à ce moment-là, ça se fait. Alors il faut être très expérimenté, très méticuleux parce que le revêtement, les parties molles sont très fines à cet endroit. Et là, les injections d'acide hyaluronique ou de graisse, mais là il s'agit de chirurgie, les injections d'acide hyaluronique sont très intéressantes, très performantes pour combler ce creux. Il faut simplement être sûr que le praticien a beaucoup d'expérience parce que c'est une zone très délicate. Et il faut, à ce moment-là, la précaution, il faut utiliser un acide hyaluronique extrêmement fluide et il faut l'utiliser contre l'os le plus en profondeur possible de manière à ce que le peu de parties molles qu'on a au-dessus masque complètement ce relief. Et à ce moment-là, on a très jolis résultats et qui sont durables d'ailleurs. Alors maintenant, une question un petit peu plus spécifique. Je souffre de migraines depuis longtemps et j'ai entendu dire que des injections de Botox pouvaient être bénéfiques contre les migraines. Quel est votre avis ? C'est une question qui me fait plaisir parce que les patients, les vrais migraineux, sont des patients qui souffrent énormément.
qui depuis toujours essayent des traitements souvent assez lourds, qui ne sont pas dénués d'effets secondaires, sédatifs ou autres. Et le Botox est vraiment un traitement d'avenir dans les migraines, pas encore assez connu, pas encore assez utilisé. D'une manière plus précise, ça va répondre, les migraines traitées par le Botox et améliorées par le Botox sont plus spécifiquement les migraines de type céphalée de tension. Alors on a des patients qui vous disent, ben voilà, quand j'ai mes migraines qui sont des vraies migraines, qui débutent ici, dans la zone de la glabelle, éventuellement dans les régions temporales, parfois dans la nuque, dans la région d'un petit nerf qui s'appelle le nerf d'Arnold. À ce moment-là, on se dit, excellente indication, et on injecte des doses de Botox qui sont un peu plus importantes que celles de l'esthétique. Mais on a vraiment une efficacité, et j'ai même des patientes qui viennent des États-Unis pour ça, parce que pour l'instant, les assurances leur disent pas de Botox, vous commencez tous les traitements habituels, et on ne vous paiera le Botox que si vous avez essayé déjà tous ces traitements, ce qui est un peu dommage. Et donc, ils sont tellement motivés qu'ils franchissent l'Atlantique, ils viennent nous voir, et là, j'en ai encore une qui m'a montré une application donc, sur son smartphone, où elle m'a montré la fréquence, l'importance des types de migraines. C'est vraiment intéressant, et on voit le avant Botox avec des migraines quasiment quotidiennes, et le après Botox, elle me dit, mais c'est magique. Donc, pas tous les types de migraines, en particulier pas les migraines de type ophtalmique. D'accord. En revanche, toutes les migraines de type céphalée de tension ou autre, très intéressant. Et avec en plus, ça c'est pas le but, mais c'est la cerise sur le gâteau, des bénéfices esthétiques. Oui. En plus, j'ai entendu aussi dire que c'était valable aussi pour le bruxisme quand on grince ou qu'on serre des dents. C'est vrai aussi ? Tout à fait. Alors le bruxisme qui est à l'origine d'ailleurs de fractures dentaires, de fractures de prothèses dentaires, de fractures d'implants, d'angles de mâchoire parfois très très larges, de douleurs articulaires. Et sont des patients qu'on traite jusqu'à présent par des traitements d'occlusodontie ou des gouttières qu'on vient mettre sur les dents pour éviter qu'ils serrent trop les dents. Et ces patients même fracturent leurs gouttières. Le Botox, là également, n'est pas très connu, donc bravo pour la question. Et on vient à ce moment-là botoxer la région des muscles masticateurs, principalement les masséters et les muscles temporaux, qui sont des muscles d'une puissance absolument incroyable. Et on a une efficacité globalement de 90-95%, avec une grande réduction de la symptomatologie. Et puis, en termes de fréquence d'injection, effectivement, le Botox est donné pharmacologiquement pour durer 4 à 5 mois. Mais du fait qu'on vient interrompre un cercle vicieux, un tic, c'est un tic en fait le bruxisme, c'est une habitude nocive. Et quand on vient rompre ce cercle vicieux, on a des patients qui ne reviennent plus, qui sont ravis, qui nous disent 2 ans après, mais non, c'est terminé, je n'ai plus jamais eu ce problème. D'autres patients chez qui ça revient. Donc c'est assez variable et en fait, moi c'est ce que j'explique à mes patients, je leur dis écoutez, peut-être qu'on se revoit dans 6 mois, si jamais vous sentez que ça recommence à venir, mais peut-être que vous ne reviendrez que dans 2 ans, ou peut-être jamais. C'est vrai que c'est fou parce que c'est pas du tout. On n'en parle pas du tout. Non, chez le dentiste, on n'en parle pas. Exactement. C'est souvent le dentiste qui diagnostique le bruxisme. Et c'est une vraie problématique. Hein. Ça peut vraiment empêcher de vivre normalement. Alors j'ai eu des questions aussi sur la douleur, notamment la douleur sur le peeling et la douleur sur les fils tenseurs. D'accord. Alors la douleur, on essaye d'éviter au maximum. Nos patientes qui sont adorables nous donnent bonne conscience en nous disant, ma grand-mère me disait il faut souffrir pour être belle. Non, si on peut l'éviter, on ne va pas se priver. Globalement, en ce qui concerne les fils tenseurs, lors de la pose, en principe, il y a très peu de douleur. C'est une sensation simplement un peu bizarre, on a l'impression qu'il y a des petits craquements sous la peau, etc. Mais globalement, ça se passe un peu, en termes de vécu, comme une séance d'injection un petit peu plus longue. Dans les suites, il arrive parfois, effectivement, qu'il y ait des sensibilités lors de la mimique, mais c'est d'abord assez rare. Globalement, dans mon expérience, à peu près 1 cas sur 10. Deuxièmement, c'est toujours réversible, très vite réversible. Et enfin des antalgiques simples règlent le problème. C'est dû tout simplement au fait que sous la peau, là où on positionne nos fils, on a des milliers de petits filets nerveux sensitifs invisibles et il suffit que le fil passe au contact de l'un de ceux-là pour qu'il soit un petit peu irrité, un peu caractériel et il va se manifester de cette manière, mais ça n'est absolument pas dommageable et c'est complètement réversible.
Voilà. En ce qui concerne les peelings, la douleur est due aussi à l'importance du peeling. Mais globalement, moi, en fait, quand je réalise des séances de peeling, je me méfie un petit peu des peelings profonds, qui ne sont pas forcément une mauvaise technique, mais personnellement, j'en raffole pas parce que parfois la cicatrisation n'est pas totalement prévisible. On a parfois des résultats spectaculaires dans le bon sens, mais on essaye quand même de trouver dans notre métier les solutions qui vont nous offrir non pas 100% de résultats parfaits, parce que malheureusement ça n'existe pas en médecine, mais qu'on va se rapprocher du 98-99% de résultats avec très peu de risques de complications. Et donc du coup, les peelings très légers, qui sont des peelings qui vont donner un coup d'éclat au teint pendant quelques jours, aucun problème de douleur, ni aucune suite. Et les peelings intermédiaires, là, offrent énormément de possibilités parce qu'on va pouvoir faire varier la concentration de produits actifs et donc l'importance du peeling et donc l'importance des suites. Globalement, on sent un picotement pendant la séance. Ce sont des séances maintenant qui sont considérablement améliorées, amoindries dans leur suite par des séances de lamp-LED, la photobiomodulation. C'est très intéressant, ça va permettre de mieux cicatriser, d'avoir moins de suites, de moins peler et d'avoir moins de douleur au moment de la séance ou dans les suites immédiates de la séance. Donc globalement, réellement, les peelings, on peut ressentir un picotement, mais guère plus. Très bien. Je vais prendre une dernière question, parce que l'émission avance. Alors, j'ai entendu parler de palpébroplastie médicale pour rajeunir le regard tout en évitant une opération des paupières. Comment est-ce que cela se passe en pratique ? Alors, on essaye toujours, c'est le principe de la médecine en général et de la médecine esthétique en particulier, on essaye toujours de proposer des solutions plus légères à nos patients. Évidemment, si on dit à un patient, vos paupières sont lourdes, tombantes, je vous propose une solution qu'on va réaliser au cabinet qui ne vous imposera pas d'aller au bloc opératoire et d'utiliser le bistouri, le patient est ravi. Il n'empêche qu'il faut que l'efficacité soit au rendez-vous, il faut que la fiabilité soit au rendez-vous et il faut que la prévisibilité du résultat soit au rendez-vous. Donc, globalement, oui, il s'agit de... Alors, il y a plusieurs laboratoires qui proposent ces produits que j'utilise. On utilise en fait un arc de plasma comme une espèce de petit courant électrique qui va piqueter la peau en créant des petites brûlures superficielles, un petit peu comme un laser. Le but est de créer une brûlure superficielle contrôlée et la cicatrisation de cette brûlure va créer une rétraction de la peau, une remise en tension. La première réserve quand même, c'est qu'on n'a pas l'efficacité et la prévisibilité d'une chirurgie. Et ça, c'est très clair. Et je trouve que, encore une fois, c'est très facile de proposer des solutions légères à nos patients qui vont accepter tout de suite. Mais il faut on est dans un métier médical, il faut qu'on soit extrêmement transparent. Il y a des avantages, la légèreté, et des limites. Et la limite, c'est qu'on ne peut absolument pas savoir si la peau du patient va se rétracter de 10%, de 20%, de 80%. On ne peut pas le savoir. Donc simplement, il faut être prudent, pourquoi pas, et il faut être averti en sachant que l'efficacité ne sera peut-être pas totale, peut-être pas suffisante, et à ce moment-là, il faudra peut-être 2, 3, 4 autres séances. Et là, je me dis, à ce moment-là, la chirurgie est tellement plus simple. Oui. La chirurgie, on a besoin d'enlever 10 mm de peau sur une paupière, on enlève 10 mm et les suites sont très claires, elles sont limitées à 7 jours. C'est vrai que des fois, le mot chirurgie fait un petit peu peur. Exactement. Et évidemment que toute décision chirurgicale doit être mûrie, mais globalement, la chirurgie est d'une telle fiabilité et elle est très souvent légère, beaucoup plus légère que ce qu'on imagine, et c'est le cas des paupières. Merci, Dr Paranque, pour toutes ces informations très claires. Avant de terminer notre émission, j'ai la tradition de demander un petit mot de conclusion. Quel serait pour vous le mot de conclusion de cette émission sur la médecine esthétique du visage ? Mais la médecine esthétique du visage est une technique qui est en pleine expansion. On cherche tous et toutes des techniques plus légères mais plus efficaces en limitant les risques de complications au maximum. L'énorme avantage de la médecine esthétique, c'est le côté, l'aspect, je viens en plein milieu de ma journée de travail, je retourne au boulot, personne ne voit rien. Le deuxième avantage, c'est que les modifications du visage entre le avant et le après sont très progressives et ni vu ni connu. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un effet bonne mine, mais qu'on ne sait absolument pas d'où ça vient. Donc oui, c'est très intéressant. Maintenant, je trouve peut-être encore plus intéressant le côté prévention de la médecine esthétique. Tout le monde n'a pas forcément envie de corriger ses rides. En revanche, je ne connais pas
une patiente ni même un homme qui ne me disent pas « oui, si vous pouvez ralentir mon vieillissement, je prends ». Donc c'est très intéressant, très très intéressant. Merci beaucoup, Dr Paronque. Merci beaucoup, merci à vous, avec plaisir. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à vous pour cette participation à travers les questions que vous nous avez fait parvenir et surtout merci pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous avez également la possibilité de poser vos questions pour nos prochaines émissions sur Twitter, Facebook et Instagram, toujours grâce au hashtag QAE. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires ou nous proposer des sujets qui vous intéressent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt et avec grand plaisir pour un prochain Questions aux experts sur Pourquoi Docteur, évidemment.